Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau de rien. Salut l'équipe. Je lance aujourd'hui un tout nouveau format d'épisode, appelons peut-être introspective. Voilà, j'ai pas réfléchi très longtemps sur ce nom de format. Je le retravaillerai peut-être un peu plus tard. Hier, je revenais du salon Maison et Objets à Paris et souvent, comme souvent d'ailleurs en voiture, j'ai pas mal de réflexions. Et là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment dommage de ne pas garder de traces de tout ce que je vais parcourir durant cette aventure de podcast, notamment pour moi, parce qu'en fait, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, je ne me rappellerai plus suffisamment précisément de où je viens, de ce que j'ai vécu. Et je pourrais moins bien mesurer en fait tout ce que j'ai accompli. Et donc j'avais vraiment envie, pour revoir mon évolution, avoir une matière en me disant ah oui, j'en étais là, j'ai parcouru un sacré chemin. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, etc. de gens qui ont réussi, alors dans le podcast mais aussi dans l'investissement, enfin voilà, sur tous les sujets du podcast. Et en fait, effectivement, c'est dur de saisir vraiment l'essence même de comment ils en ont chié, par où ils sont passés. Certains en parlent, mais finalement, quand une fois qu'ils ont réussi, t'as l'impression qu'ils sont là où ils sont et t'as du mal à retracer tout le parcours. Donc je me suis dit que pour aussi des personnes qui écouteront et qui voudront se lancer aujourd'hui, demain, dans plusieurs années, ils seront peut-être aussi très contents d'avoir cette matière. Et moi, quand je tombe sur des épisodes où les gens partagent vraiment les difficultés qu'ils ont eues, qu'ils ont été en galère, qu'ils ont été dans le mal, je partage un peu ma peine et ça me rassure vachement en me disant non, mais en fait, voilà, c'est des étapes normales, faut passer par là. Donc voilà, je lance cet épisode. Donc pourquoi introspective ? Comme ça, de but en blanc, j'ai regardé la définition, c'est un examen réfléchi de ses propres pensées, mais aussi de ses émotions, de sa motivation et des comportements. C'est regarder à l'intérieur de soi. C'est exactement ce que j'ai envie de vous partager finalement, donc ça me va plutôt bien. Alors je vais commencer cet épisode par peut-être la genèse du podcast, pourquoi j'en suis venu à créer un podcast. En fait c'est une réflexion qui a duré assez longtemps, je pense au moins 2 ans avant que je me lance. Alors déjà je ne suis pas forcément le plus doué, même si je m'améliore grandement, je suis pas forcément le type qui va tout de suite passer à l'action. J'adore lire, j'adore me renseigner, donc je suis assez cartésien par rapport à ça en tout cas, sur le fait qu'il faut que je maîtrise un sujet et que je l'explore peut-être des fois trop en profondeur avant de me lancer. Toujours est-il que je suis à la base salarié, hein. J'ai une carrière de presque 18 ans dans le salariat, en grande distribution, puisque j'ai connu 2 grandes marques qui sont Leroy Merlin et Noroto. Et voilà, j'ai toujours aimé ce boulot par rapport au contact avec les équipes, avec les clients. Le fait d'avoir quelque chose qui a un impact direct sur les gens et puis également dans ton travail, d'avoir des résultats très concrets, très rapidement, voir vraiment le fruit de ton travail. Donc bref, j'ai toujours aimé ça, mais avec les travers que ça inclut, notamment les horaires assez grandes finalement, assez contraignantes, surtout quand tu as des enfants. J'ai deux enfants qui aujourd'hui au 5 septembre 2025 ont 3 et 6 ans. Donc voilà, plus le temps passait et plus c'était compliqué au niveau des gardes, surtout que en grande distribution tu dois être flexible, hein. T'as des pépins, tu dois pas rechigner à rester 1 heure, 2 heures, à changer ton jour de repos. Voilà, quand t'as des enfants c'est assez compliqué.
puis on était à Lille et justement on est revenu sur Rouen à l'époque pour se rapprocher de la famille, les voir plus, et voir également pour la garde, etc., qui puissent profiter de leurs petits-enfants, notamment mes parents. Toujours est-il qu'on revient à Rouen. Moi, ça continue de cheminer. Pourquoi? Parce que le boulot, il est difficile. Parfois, les équipes peuvent être compliquées. J'ai eu plusieurs managers, dont certains où le feeling est moins bien passé que d'autres. On n'avait pas les mêmes façons de fonctionner et j'aspire de plus en plus à autre chose en fait, à pouvoir travailler plus comme je le souhaite. Voilà, concilier ma vie de famille, mes envies de sport, de sortie, de plein de choses avec mon travail et je pense que c'est gérable. Je refuse en bloc le présentéisme où il y a des personnes qui font 7h, 21h juste pour dire qu'ils sont là, mais qui font absolument rien au boulot. J'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière et je trouve ça ignoble. Si eux n'ont pas de vie, en fait, pourquoi moi j'aurais cette vie-là? Et puis voilà, tout un tas de mécanismes dans les entreprises qui me sortent par le nez, c'est faire des to-do, des choses que sans réfléchir, sans demander pourquoi, des fois des choses qui sont faites à l'envers, mais on te demande de les faire quand même. Et si tu oses demander pourquoi ou si tu te dis que c'est pas logique, on dit non mais tais-toi, fais-le. Les réunionites aiguës où tu vas bloquer un comité de direction toute une matinée avec des sujets qui te touchent pas ou qui t'intéressent pas indirectement. Des présentations PowerPoint que tu aurais pu très bien lire où la personne qui présente n'ajoute aucune plus-value. Voilà, tout un tas d'éléments qui commencent vraiment à saturer. Après, comme je te dis, j'ai du mal à passer à l'action. Donc, j'ai changé une première fois de taf, c'était très très dur entre Leroy Merlin et Noroto quand j'ai déménagé. Mais de plus en plus, j'ai cette idée de dire, voilà, il va falloir que j'y aille parce que ça commence à être trop contre mes valeurs. Donc, forcément, pour avoir ce cheminement, il y a des choses qui se passent en parallèle un peu de cette réflexion. Déjà, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle L'art du podcast, le guide complet pour vous lancer. J'ai plus l'auteur, qui est l'auteur avec un E d'ailleurs, parce que c'est une dame, je vais vous la rechercher vite fait sur Amazon. Et d'ailleurs, pourquoi le podcast? En fait, moi, j'écoute aussi en parallèle, je m'intéresse énormément à tout ce qui est invest, business. J'ai fait beaucoup de choses dans la crypto, j'ai miné de la crypto, et je m'intéresse à tout ce qui, demain, va pouvoir m'aider de me sortir du salariat, à vivre plus sereinement, à avoir une bonne retraite, mais aussi être indépendant quelque part financier et pouvoir moins dépendre d'un boulot. En tout cas, si demain je reprends un boulot de salarié, prendre un truc plus cool dans les horaires, dans mes envies, etc., sans avoir ce stress financier derrière. Et donc, je m'excuse, l'auteur de l'art du podcast, si vous voulez aller acheter le bouquin qui est vraiment très très bien fait, est de Noémie Gmour. Gmur. Et donc voilà, je te dis, en parallèle, j'écoute énormément de podcasts dans la voiture. À certains moments de ma carrière, j'ai une heure de route, donc j'en écoute beaucoup sur les invests, sur l'immobilier, etc. Et l'un d'eux est Jérémy Nabé, que tu connais peut-être déjà. Jérémy, moi, il m'a dit un truc qui m'a aussi décidé à m'intéresser, et je le remercie parce que c'est une phrase qui a vraiment eu de l'impact et qui a fait écho chez moi. C'est en gros, je te le paraphrase, mais le podcast, c'est la bonne excuse pour rencontrer les personnes auxquelles tu n'aurais jamais eu accès habituellement. Et donc, si tu fais un podcast, voire même de niche, tu as moyen, en fait, de très vite réussir, de très vite créer une commu et de rencontrer des gens incroyables. Que ce soit dans ta commu ou les gens, potentiellement, que tu vas interviewer et que tu vas solliciter dans le cadre de ton boulot. Donc, comme je t'ai dit, je sais plus ça avant après, mais je potasse le livre que je t'ai dit. Entre deux, donc je ne sais plus par quel biais, j'apprends que Jérémy a une masterclass pour créer son podcast via sa société Ecose. Donc je suis une première masterclass courant, je crois, 2024. Donc ils font 1h30 où ils t'expliquent comment ça fonctionne, etc. Il s'avère qu'à l'époque, alors je ne sais plus pourquoi exactement, mais je le fais pas. Bon, déjà, j'avais une vie de famille où je dormais très peu parce que j'avais mon deuxième fils qui nous faisait galérer la nuit. Après, il fallait aussi, je crois, il me semble qu'à l'époque, c'était pas finançable par le CPF, donc il fallait me mettre l'argent dans ma poche que j'avais pas forcément à ce moment-là. Le temps non plus. Bon, voilà, il manquait pas mal d'éléments. Je l'ai quand même fait. J'étais tenté, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Encore un défaut de passage à l'action, peut-être. Mais voilà. Je continue par contre à garder cette idée, à m'intéresser de plus en plus. Un truc qui fait énormément sens en moi, c'est que moi j'adore créer. J'ai fait un bac littéraire, j'aime tout ce qui est littérature, art avec un grand A, peinture, sculpture, tout ce que tu veux. Je n'ai pas forcément de talent manuel, mais il me manque ce côté-là, création. J'aime bien créer, faire des choses, penser, avoir ce mode de pensée.
Donc, je m'accroche à ce projet de podcast. Entre deux, il y a un certain nombre de livres et de vidéos, mais si je devais en retenir un, c'est les vidéos de Pauline Léniaud, tu connais également, qui est un super podcast qui a changé plusieurs fois de nom, hein, le gratin, la crème de la crème. Non, je crois que c'est le podcast de Pauline Léniaud, apporte un peu plus son branding perso. Toujours est-il que Pauline, elle a fait un truc qui est super, c'est qu'elle a fait des vidéos YouTube pour partager comment créer un podcast, donc son histoire, et après, donc ça passe par comment elle enregistre, avec quel matos, comment elle diffuse, et donc c'est très bien fait, c'est presque exhaustif. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion d'avancement. Et donc courant 2025, ça devait être, je sais pas, peut-être en juin, il s'avère que je refais une masterclass Ecode. Le projet a mûri, j'avance de plus en plus là-dedans. Alors, je refais la masterclass, j'écoute ce qu'ils ont à dire, et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans cette présentation, c'est qu'en fait, ça a beaucoup évolué entre leur masterclass de 2024 et celle de 2025. Ça colle vraiment à ce que je veux faire. Je sens que l'accompagnement est bon. L'accompagnement de Jérémy Nabé et de Xavier Seux, il est bon puisqu'ils ont du vécu. Ils ont tous les deux leur podcast, c'est tous les deux leur métier. Ils ont su développer de A à Z quelque chose de solide avec de nombreuses écoutes encore actuellement. Donc je me dis que c'est pas que des sachants, hein, c'est des gens qui pratiquent au quotidien. Ils ont un peu de recul sur la masterclass puisque ça y est, ils ont lancé, ils ont aidé à lancer en tout cas plusieurs dizaines de personnes dedans, avec certains qui ont des réussites. Donc ça prouve que leur méthode est plutôt bonne et très pragmatique. Et donc oui, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'ils l'ont fait évoluer puisque maintenant ils ont intégré tous les nouveaux outils et tout l'IA. Et le côté aussi, comment grâce à ces outils, tu peux être plus efficace, gagner du temps et te garder du temps pour ce qui compte vraiment. Donc vraiment la masterclass elle me plaît énormément. Cette fois-ci donc je peux m'inscrire via le CPF, donc je le fais. Alors la formation elle coûte environ 2 000 €, j'ai que la moitié, mais tant pis. C'était pas le moment non plus financièrement, mais je me dis en fait ce sera jamais le moment. Donc je fais le dossier, je peux financer la moitié avec mon CPF, l'autre moitié, donc 1 000 € à peu près de ma poche, mais je m'en fiche, c'est vraiment un investissement pour une vie meilleure. Donc je fonce, et donc courant de l'été, je fais cette formation qui a pour vertu qu'elle était sur 15 jours je crois, qu'en fait elle est très très speed. Tous les 2 jours en fait il y a tout un tas de e-learning via une plateforme, il y a un contenu de Maboule, des Notion, enfin voilà, il y a plein de choses déjà en amont tu mets un peu de temps à lire, à assimiler. Puis après, donc, tu lances les cours avec des cours de 18h à 21h tous les 2 jours. Et donc, c'est top parce que au moment où je pars en vacances, j'ai pas les enfants à ce moment-là, hein, je suis en garde alternée. Je me décide de faire un road trip solo, chose que j'ai pas fait depuis un moment en Espagne. Et donc, j'ai du temps pour me consacrer à apprendre les choses, à regarder les e-learning. Je fais mes masterclass comme je peux, mais des fois à l'hôtel, des fois pendant ma route de voiture. Voilà, mais je lâche pas et on fait un super truc. En amont, j'avais commencé un petit peu à penser mon branding, tout ce qui était l'intro, etc. C'était écrit, c'était enregistré. J'avais acheté le matos qui me semblait bon avec Pauline Léniaud. Ses conseils étaient très bons puisque finalement, lors de la formation, il propose plusieurs matériels et plusieurs possibilités. Mais ceux que Pauline m'avait fait acheter était bien dans les recommandations. Donc au top, j'avais pas investi pour rien. J'avais acheté donc le H4 Essential, je sais pas, 200 €. J'avais acheté deux micro-chours SM58. Pareil, ça devait être 300 € les deux, je crois, un truc comme ça. 300, 400 € les deux. Et donc, voilà, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais enregistré l'intro, etc. Donc, il s'avère que pendant la formation, j'étais très challengé. On m'a fait retravailler l'intro dans le choix des mots, etc. Donc, je l'ai fait. Et ça m'emmerdait, mais j'ai dû réenregistrer du coup pour que ça réponde aux axes d'amélioration, l'intro et l'outro. Notamment l'intro, j'ai changé de musique puisqu'en fait Pauline conseillait de travailler avec Premium Beats où tu payes en fait un son et en fait derrière il t'appartient. Le son c'était 200 balles je crois, donc j'avais pris ça à la base avec un abonnement parce que je payais que 30 balles par mois, mais pour que ça m'appartienne totalement il fallait que je paye les 200 balles. Or j'avais pas envie de relâcher, voilà, après ça va très vite hein, quand tu commences à faire ton activité là-dedans, l'argent coule à flot on va dire. Et donc, pendant la formation Echo, j'ai vu qu'on pouvait faire des sons avec l'IA et notamment avec l'application Suno.
totalement gratuitement, que tu pouvais le télécharger derrière et après faire tes loops avec d'autres logiciels. Donc j'ai refait un son, un Bliss Freedom qui m'appartient et que j'ai créé de toutes pièces via ce logiciel. Donc je change la musique, enfin je recrée les loops, je fais la musique, je refais mon intro et j'ai une intro toute neuve par rapport aux axes d'amélioration qui a été challengée et rechallengée par moi-même mais aussi par la communauté Ecos via mon groupe de formation. Donc voilà un peu le cheminement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je précise, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode en termes d'AS que j'ai choisi, comment je l'ai choisi. Voilà, je peux te dire que j'avais acheté un Blue Yeti au début notamment, mais que ça m'a pas plu dans la qualité sonore ni dans le confort en fait quand j'avais enregistré. J'enregistre avec mon PC où je prends des notes. Et donc il y avait le Blue Yeti qui était trop entre moi et le PC, ça me gênait. Là, le Shure, je l'ai dans la main, ça me permet d'avoir une position où je suis installé, je me sens bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Je regarde le temps, 16 minutes déjà, le temps passe vite. J'espère ne pas faire des épisodes trop longs. Donc je vais enchaîner. Qu'est-ce que j'avais envie de partager aussi? C'est en fait tout ce que je découvre et que j'apprends à manier à travers ce projet de podcast. Il y a des choses que j'adore et j'ai des belles réussites déjà avec peu de temps, et il y a des choses qui me font galérer, aussi bien manuellement que psychologiquement. Donc je voulais te parler de ça. Le premier, je me suis marqué, c'est le réseautage. En fait, je me rends compte que c'est hyper important de réseauter quand tu lances ton projet. Moi, LinkedIn, je l'ai jamais trop exploité, hein. Quand on en distrib, tu as peu d'intérêt, hein. Le client vient vers toi. Donc voilà, tu n'as pas de choses à vendre. Le client vient, enfin, tu as des choses à vendre, mais le client vient vers toi, vient les chercher. Donc c'est une autre dynamique. Aujourd'hui, donc mon LinkedIn, j'ai commencé, j'avais à peu près 600 connexions environ, qui est que dalle hein, à l'échelle d'un podcasteur. Et donc, j'ai à cœur de vite monter mes abos. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que quand tu fais des demandes d'interview, beaucoup de personnes forcément vont regarder le poids de ta communauté pour te dire un peu oui ou non. Et demain, pour être visible, on sait bien que le nombre d'abos est important. Donc voilà, j'essaie de développer mon LinkedIn. Je commence pendant 1 mois et demi. Je me fixe le fait de recommander, de reliker pas mal de posts sur LinkedIn pour réchauffer un peu mon algo quelque part. Et puis, je me force à ajouter plein de personnes, de demander des connexions au max de ce que je peux, à tel point qu'à un moment, je crois que je bloque la possibilité de demande de connexion hebdomadaire, qui doit être de 100 ou 200. Dès que j'écoute un podcast, dès que j'entends quelqu'un, dès que je lis un article qui me paraît hyper cohérent par rapport à mon sujet, riche en contenu, etc., je fais une demande de connexion. Sincèrement, 90% des cas, les gens acceptent parce qu'une connexion c'est toujours riche et que eux aussi ont ce côté j'enrichis ma communauté et le nombre de connexions. Voilà, je demande comme ça un peu à l'arrache par question de temps les connexions sans message précis et ça marche bien, donc je me prends pas la tête plus que ça. Parfois, des personnes en message automatique d'ailleurs ou manuel me demandent pourquoi je me suis connecté, etc. C'est hyper intéressant et ça permet vraiment d'échanger. Je leur réponds voilà, que j'ai aimé leur contenu, que pour mon projet à l'avenir, une connexion est toujours riche et que peut-être demain on est amené à travailler ensemble. Et donc souvent ça passe très bien et j'ai des super retours des personnes. Voilà, pour le peut-être 10% de personnes qui n'acceptent pas, effectivement peut-être en mettant un message ça serait mieux passé ou pas. Après dans le ratio temps je fais le message personnalisé et j'envoie et je vois le retour. Pareil, même avec un message, peut-être que les personnes auraient quand même refusé. Et si elles avaient accepté dans le ratio temps-efficacité, aujourd'hui, je suis plutôt à la course d'aller chercher au-dessus des 1000. Je me suis d'ailleurs fixé sur mon premier mois de septembre d'aller chercher 1000 connexions, en tout cas 1000 abos sur LinkedIn. Et j'ai pour grosse ambition, je ne sais pas si ça va être jouable, mais on va le tester, il faut être ambitieux, à fin décembre, donc avant la fin 2025, d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc le premier mois, j'aurais fait x2 en septembre, et sur ces 3 mois qui suivent, j'aurais fait un x10, donc en espérant que le lancement de mes épisodes et de mon podcast, parce que à l'heure où je te parle, le podcast n'est pas lancé, et je lancerai officiellement le premier épisode le 9 octobre, et en espérant que le lancement du podcast va me propulser. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à avoir plus de 10 000 abonnés, là tu commences à être un compte très solide, très sérieux. Je remarque que la plupart des personnes on va dire la personne lambda qui travaille rien du tout, entre 500 et 1000 abonnés, voilà, c'est un minimum. Entre 1000 et on va dire 5000, on voit que la personne a travail, mais bon, ça reste assez lambda. Entre 5000 et 10 000, on voit que la personne commence vraiment à être sérieuse, à travailler forcément son réseau et elle a un très bon réseau. Et au-dessus de 10 000, tu commences à être sur des belles sphères.
D'où cette ambition. Et donc oui, je te parlais aussi des interviews. Eh bien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré et qui était très dur au début. Pourquoi? Parce que je fais mes demandes d'interview pour en août quand je repars en vacances avec les enfants. Donc pendant la sieste, je fais mes demandes d'interview, hein, je bosse sur mon podcast et je me force à me dire, ok, des interviews, il en faut, parce que déjà c'est intéressant pour le cœur du podcast, même si je ne ferai pas que des formats interviews, mais aussi parce que sur le lancement du podcast, il est assez important de lancer des épisodes avec des personnes qui ont des fortes communautés pour être visible, pour créer du buzz, etc. Et donc je fais mes demandes d'interview, je me force dans la méthodologie à faire 2 à 3 demandes d'interview par jour au début. Donc je le suis avec Notion, hein, ce que j'ai fait, ce qui est en cours, par quel réseau j'ai contacté. Et j'y vais, et en fait, j'ai très très peu de retours. Quand j'ai des retours sont négatifs. Et donc la première, deuxième semaine où tu t'attends rapidement à avoir des choses finalement, hein, parce que j'entends aussi beaucoup que les gens se rendent disponibles pour les interviews et que c'est normalement assez simple à avoir. Moi je me prends un grand vent. Et donc là, c'est assez dur. Donc je lâche pas, je continue, je me dis en fait, voilà, c'est peut-être les vacances, ils ont peut-être pas le temps de répondre. Et puis, plus je vais en demander, plus je vais avoir des retours. Et puis le fait d'avoir des retours, tu vas en faire quelques-unes. Et puis c'est quand j'aurai lancé le podcast et que je démontrerai que c'est un média sérieux que ça va se débloquer, quoi. J'abandonne pas. Mais assez dur, ouais, assez dur psychologiquement. Donc je tenais à te le partager. Par contre, là où c'est assez fou, c'est que 2 semaines après, fin août, à partir de la rentrée où les gens reviennent de vacances, sont plus dispo, rouvrent finalement l'ordinateur et LinkedIn, eh bien j'ai plein de retours. J'ai des retours positifs. Donc ma première interview que je décroche, je la décroche même en vacances à Alicante sur le fil du rasoir. Je vais interviewer Manuel Rios sur J'achète en Espagne pour l'épisode Comment investir en Espagne. Donc déjà, en fait, j'ai une première interview. Je suis trop fan. En fait, je me dis, ça y est, j'ai une première interview. Le boulot l'est fait. Et voilà, ça montre que ça marche. Et j'ai galéré pour cette interview. Je suis passé par LinkedIn. Après, j'ai échangé avec le patron Thomas Roer par WhatsApp. Puis après, j'ai dû échanger. Thomas Roer me répondait pas forcément au début, donc j'ai contacté des agences sur Alicante qui m'ont pas répondu, puis dit que c'était pas possible, mis un vent. Derrière, Thomas finalement m'a répondu. Il m'a gentiment orienté vers Manuel, et j'ai dû reprendre contact, recréer un échange avec Manuel, mais ça aboutit. Donc trop bien, quoi. J'ai galéré, j'ai été jusqu'au bout, je me suis battu en disant non, mais celle-là, il me faut une interview en Espagne d'une agence reconnue avant que je parte en vacances, et je l'ai eu. Donc déjà, première réussite qui a décliqué un truc en moi. Et donc, comme je te disais, de mon interview, il y en a plein qui se sont libérés et des acceptations derrière qui sont venues. Voilà, et en fait, ce que j'ai appris là-dessus, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent mettre du temps à te répondre, ce qui est normal, hein, ils ont beaucoup de boulot, et d'autres qui te répondent vite. Toujours est-il, c'est qu'il ne faut pas lâcher, puisqu'en fait, une demande d'interview, des fois, ça peut être 1, 2, 3 semaines. Là, j'en ai qui traînent depuis 3 semaines. La personne, en fait, m'a répondu, ne m'a pas dit non, mais ne m'a pas dit oui. T'as des personnes qui te disent oui, puis finalement derrière c'est plus compliqué que prévu. Mais si tu t'adaptes, tu sais te déplacer, que tu peux enregistrer à distance et que tes forces de persuasion en disant que tu veux vraiment interviewer la personne, eh bien t'aboutis. Donc là aujourd'hui, c'est un peu ma crainte parce que pour le lancement du podcast, j'aimerais bien avoir 1 à 2 mois d'enregistrer pour être serein et voilà, ça va créer beaucoup de boulot et d'activité. Donc au moins avoir du contenu et pas me dire être charrette à me dire mince, j'ai aucune interview, là je suis dans la merde, comment je vais faire? Donc là j'ai une dizaine d'interviews de qualité. J'en ai, je crois, 3 enregistrés déjà, tournés. J'en ai 4 ou 5 de plus qui sont programmés, date prise, etc. Sur tout le mois de septembre. J'en ai peut-être quelques-unes qui vont venir se rajouter. J'en ai encore 3-4 en discussion. Donc je suis très bien. J'ai normalement 2 voire 3 mois de contenu là qui vont être faits en septembre et qui vont pouvoir me tenir octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et surtout, j'apprends de mieux en mieux à faire ces demandes d'interview. Je crée mon réseau et je me rends compte que ce monde-là du podcast et de LinkedIn est un monde tout petit, puisque les premières personnes que j'ai commencé à interviewer ont déjà des liens, donc ont soit interviewé ou ont déjà en connaissance dans leur réseau des personnes dont j'ai fait la demande d'interview ou que j'ai envie d'interviewer. Donc je pense que c'est aussi comme ça, du bouche à oreille et par ce réseau, que je vais décrocher la blinde d'interview hyper intéressante pour vous et pour moi. Voilà par rapport à ça. Parallèlement à ça, il y a quelque chose qui est dur aussi quand tu démarres, c'est la recherche de sponsoring.
Donc pareil, au début, d'ailleurs, j'ai commencé plus par le sponsoring que par les demandes d'interview et je faisais 2, 3 demandes de sponsoring. Pourquoi? Parce qu'il y a ce stress, moi, en étant salarié, même si j'ai de quoi voir un petit peu, notamment ce que je vais toucher mon chômage pendant un certain temps. Mais il y a cette volonté, en fait, de ne pas dépendre du chômage très rapidement, se rassurer avec une source financière, une source d'argent, de revenus. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai eu très peu de retours. Pourquoi est-ce que le podcast n'est pas lancé? J'ai pas une grosse commu sur LinkedIn et je pense que je manque aussi peut-être de visibilité et de montrer ce que je suis capable de faire. Néanmoins, j'ai fait l'exercice. Ça m'a permis aussi d'avoir une belle réussite puisqu'il y a l'édition Valor, hein, Florent, que je remercie encore 1000 fois, qui a accepté non pas de me verser de l'argent, mais qui a accepté de m'envoyer des livres gratuitement. Il m'a dit voilà, je te les donne sans aucune demande de contrepartie. Tu les lis. S'il te semble judicieux de faire une revue de lecture ou un truc dessus, bah vas-y, fais-le, on sera ravis. Mais sinon, bah c'est de bon cœur. Et donc, bah j'ai trop kiffé parce que en fait, il a été hyper encourageant sur son mail qu'il m'a envoyé. C'est la première personne à me faire un retour positif, à me dire oui. Il n'était pas obligé, voilà. Et les livres, je les kiffe. Je vais pouvoir les lire en entier et faire des revues de lecture dessus. Donc, ça va m'aider quelque part dans mon entreprise. Et donc, je me dis, bah, en fait, même en n'ayant pas lancé le podcast, en ayant peu de contenu, rien, eh bien, on peut aller chercher des trucs. Donc, ça m'a pas démotivé sur le sponsoring. J'ai mis un peu le sponsoring de côté là ce mois-ci parce que les demandes d'interview, l'interview et tout un tas de matières me génèrent énormément de temps et j'ai du mal à m'en sortir. Alors que je suis 100% consacré à ça. Alors, bien sûr, quand j'ai les enfants, j'ai les enfants, mais sinon, je suis 100% consacré à ça. Toujours est-il que j'ai mis un peu de côté. Je pense que je vais relancer fort quand je vais avoir lancé le podcast et avoir plus de visibilité. J'ai appris aussi de certaines personnes qu'une fois le podcast lancé, ils ont eu des demandes qui sont venues à eux. Donc j'espère aussi que ça va m'arriver de finalement me dire ok, j'ai une bonne commu, j'ai un truc qui se lance bien, des bons invités. Peut-être que je vais aussi avoir des marques, des sponsors qui vont venir à moi naturellement. Et donc j'aurais peut-être économisé un peu de temps de recherche. Sinon, en tous les cas, je vais le relancer avec cette rigueur du 2-3 par jour. Vraiment, hein, j'insiste, moi, cette technique, elle marche super bien avec moi. Le fait de faire les 2% tous les jours, tu ne fais pas 15 000 demandes, tu vas pas t'acharner et t'épuiser toute la journée. Par contre, tous les jours, 2 à 3 demandes d'interview, 2 à 3 demandes de sponsor, et régulièrement, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, tous les jours, tu en fais. Et en fait, bah, l'effet boule de neige se produit, il y a de la réussite, et ça marche. Donc c'est dur à tenir au jour le jour. Des fois, on a la flemme, des fois, on n'a pas de résultat, donc ça peut être éprouvant psychologiquement. Mais je me rends compte que ça paye. Donc Romain continue comme ça, note à moi-même. Voilà pour le sponsoring, en sachant que le sponsoring, j'ai aussi évolué dans ma façon de réfléchir les choses. C'est-à-dire que au début, j'étais pressé d'avoir du sponsor et de moins en moins, je le suis. En fait, je me dis, je préfère avoir un sponsor de qualité qui est vraiment dans mes valeurs. J'aimerais bien avoir des sponsors autour de l'invest sur mes interviews et mes capsules solo. Mais pour mon format de revue de lecture, hein, les épisodes que je vais faire une fois par mois, j'aimerais vraiment créer un lien avec une maison d'édition, quelque chose qui est en lien avec la lecture. Pourquoi? Parce que derrière, bah, j'aimerais, pourquoi pas, sortir un ouvrage. J'ai déjà des idées d'ouvrage. Et donc, ça peut créer d'autres ponts. C'est finalement presque un autre pont business qui peut être hyper intéressant pour moi. Et donc, je préfère attendre un petit peu parce que je me dis, bah, ouais, un sponsoring de 500 euros, etc., ça peut être déjà une bonne chose. Mais finalement, j'en ai pas tant besoin que ça aujourd'hui. Alors, je crache pas dessus, mais j'en ai pas besoin de manière vitale, hein. J'ai de quoi manger, etc. J'ai un toit sous la tête. Et donc, je me fixe aussi un peu comme objectif, me dire, bah, pourquoi pas prendre l'équivalent minimum d'un SMIC en sponsoring. C'est-à-dire que je fais mon premier sponsor, j'ai un SMIC, et là, c'est une vraie réussite en me disant, bah voilà, c'est quelque chose sur lequel je peux vivre. Et demain, en fait, je vais pouvoir travailler des choses sérieuses avec mes sponsors. Je vais être légite auprès des sponsors et je vais pouvoir aller me challenger et les challenger plus sérieusement. Donc peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut accepter des sponsors plus petits au début qui sont quand même des rentrées d'argent. Mais voilà, pour l'instant, j'ai cette vibe et donc je vais aller là-dessus. Quelque chose que je voulais te parler aussi, c'est cette impression en fait d'être tout le temps AU. Moi je travaille énormément dans pas la précipitation, mais je procrastine beaucoup et je suis très très bon dans l'urgence. Donc voilà, je vais être capable de bosser plutôt, je suis pas très matinal, donc plutôt de 21h, 22h quand j'ai réussi à endormir les enfants, jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat quand je suis très motivé. Mais c'est là où je suis bon, c'est là où je suis en effervescence, que j'ai plein d'idées. Et surtout, ça, quand je travaille dans l'urgence, ça me force à être efficace en fait, parce que j'ai un temps limité.
Ouais, si j'ai pas de temps limité, bah, je traîne et j'ai un peu de temps. Donc, le seul truc qui est dur pour moi aujourd'hui, c'est que bah, potentiellement mes journées, je peux les organiser. Et donc, c'est dur de compartimenter correctement et finalement de travailler, d'essayer de moins travailler dans l'urgence, de travailler par rapport à mes deadlines et donc te forcer à te dire, OK, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est vital dans les prochains jours, les prochaines semaines pour moi. Donc, par exemple, ça va être, bah, tu as des interviews, tu vas rencontrer des personnes et donc il faut que tes questions d'interview soient au taquet. Donc ça va être passé par, je regarde des vidéos, je m'instruis, je me renseigne sur la personne, son parcours et je construis un questionnaire d'interview intéressant. Et donc, au sein même de cet exercice, parfois je peux mettre du temps à regarder toutes les vidéos YouTube, à lire tous les articles. Bah, en fait, parfois, non, il faut aller droit au but. Tu peut-être pas besoin d'aller autant en profondeur en connaissant la personne. Passe à l'interview, écris tes questions et au moins tu as un truc figé. Quitte à avoir du temps à repasser, à retravailler dessus. Mais bon sang, crache le contenu. Et donc, en tant qu'ancien salarié également, c'est un vrai exercice de se dire, en fait, t'es pas payé autant, t'es payé, tu seras payé demain en tout cas, à ce que tu dégages, à ce que tu crées et à comment tu avances petit à petit. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de dézoomer, de me dire c'est quoi mes priorités, de ce qui va vraiment créer de la valeur à mon boulot demain et ce qui va me faire avancer. Et là, j'ai un bon exercice, c'est de me dire, demain, j'ai quand même cette deadline, je me suis donné le 9 octobre pour lancer le podcast. Ok, bah le 9 octobre, t'as besoin de quoi? T'as besoin que de toutes les plateformes de diffusion soient au poil. T'as besoin d'avoir du contenu. Donc dans le contenu, que l'intro, l'outro soit prêt. Que les épisodes, t'aies le contenu, les rushs. Que les rushs, une fois qu'ils sont faits, t'aies travaillé, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc de mettre derrière la post-prod, c'est-à-dire le traitement audio qu'il faut. Voilà. Et ça, petit à petit, j'arrive un peu mieux à compartimenter et avancer au fur et à mesure. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur mes interviews. Je vais avoir de la matière. Et après, je vais avoir, à mon avis, un sprint qu'il faut peut-être que je commence maintenant et que j'essaie de commencer quand j'ai le courage. Mais je vais devoir faire un sprint aussi sur la post-prod, à traiter tout ça pour que ça soit prêt à diffuser derrière et que j'ai juste appuyé sur le bouton. Et derrière, du coup, forcément, il y aura tout un boulot sur la com que j'en ferai sur LinkedIn. Dans l'idéal, je voudrais lancer un Insta avec l'idée sur le Insta peut-être un peu plus lifestyle, c'est-à-dire que là, je fais beaucoup de choses en lien avec le podcast. Par exemple, salon, maison et objets, bah, peut-être faire des petits reels là-dessus, voilà, montrer un peu mon quotidien un peu plus en intimité, peut-être un peu moins vitrine que LinkedIn du podcast. Et j'aimerais bien aussi travailler avec YouTube, tout simplement les interviews, peut-être même les capsules solo et revues de lecture, les mettre sur YouTube. Aujourd'hui, je galère un peu avec la partie technique, je vais t'en reparler. Les premiers épisodes sortiront uniquement en plateforme audio, Spotify, Deezer, etc. Je préfère sortir un truc plus simple au début, de très très bonne qualité, et voilà, et avancer avec ça. Ça, c'est déjà un média à part entière. Et au fur et à mesure de mon avancement, quand je vais gagner en sérénité, en efficacité sur les autres items, je vais tout doucement avancer sur ces canaux-là, même si ça me tient à cœur de le faire rapidement, puisque YouTube et Insta, bah, c'est des communautés peut-être additionnelles, différentes, qui vont m'aider dans mon projet. Et puis YouTube, j'ai une stat qui est sortie là, 48% des personnes qui écoutent des podcasts, en fait, le font par YouTube. Donc les regardent ou l'écoutent, mais en tout cas passent par YouTube. Donc c'est énorme. On le voit avec le nouveau podcast Légende. Hein, la croissance sur YouTube est hallucinante. Donc je pense que ça a un vrai levier de réussite. Donc il faut que j'aille sur YouTube dès que je peux, finalement. Tous les trucs qui me font galérer aussi, bah, il y a toutes les nouvelles compétences et des choses que je ne sais pas forcément faire. Je passe énormément de temps sur la technique. Début, tu as ton enregistreur, mais ok, t'enregistres comment? C'est quoi les bonnes conditions? Comment tu fais une interview? Une fois que t'as enregistré, c'est bien. Là, j'ai trouvé mon matos, je suis content, tout se passe bien. Et après, tu as la post-prod. Donc, quel logiciel tu utilises? Une fois que tu as choisi le logiciel, bah, faut le poncer. Donc, moi, j'ai choisi de travailler notamment avec Audacity. Mais voilà, au début, tu galères un peu. Comment tu coupes? Comment tu normalises le son? Tu y reviens à plusieurs fois. Une fois que tu as un truc lisse, et la formation Ecos m'a beaucoup aidé par rapport à ça, tu peux passer à la moulinette d'autres logiciels, comme Adobe Enhance pour améliorer et avoir une voix peut-être un peu plus chaleureuse, ou Auphonic qui t'aide notamment à relever le son et avoir un truc sympa. Puis à un moment, tu te rends compte aussi qu'il y a des traitements qui se recoupent, que ça fait foirer plus qu'autre chose et que ça sert à rien. Donc moi aujourd'hui, je travaille essentiellement avec Audacity. Je refais travailler à la moulinette de Adobe Enhance, mais j'utilise très peu Auphonic.
Notamment Scophonic, si tu as la version gratuite, il va te mettre en fait des espèces de pubs d'Auphonic avant et après. Et donc, il faut que tu reprennes. Donc, tu as déjà travaillé Audacity, tu as travaillé Adobe Enhance. Donc, tu as déjà 2 enregistrements de fichiers. Tu vas retravailler sur Auphonic. Auphonic va te remettre un fichier. Et tu vas devoir repartir de zéro avec ton fichier Auphonic, le remettre dans Audacity pour recouper. Bon, un peu galère. Et là, travaillant un petit peu avec mon pote Ben, notamment tout l'aspect vidéo, je bosse avec DaVinci Resolve. Et je me rends compte qu'il y a plein de trucs d'audio qui sont faisables avec DaVinci. Et je me demande même si à l'avenir, du coup, je vais pas me former sur DaVinci et après tout bosser uniquement sur DaVinci sans utiliser Audacity. Alors, j'aurais pas utilisé Audacity pour rien, puisqu'il y a plein d'éléments qui sont hyper similaires dans DaVinci, la façon dont tu sélectionnes, tu coupes, etc. Et j'ai appris plein de notions, voilà, de tout ce qui est compression, suppression des bruits, etc. Ça, je la retrouve, c'est le même langage, c'est le même champ lexical dans DaVinci, donc ça sera jamais perdu. Mais voilà, c'est peut-être un switch que je vais faire à un moment ou à un autre. Et puis, bah, dans le matos, pour la vidéo, c'est vraiment un truc à part entière. Moi, j'ai investi dans un Sony ZV-10, donc c'est la série 2. Donc, c'est un matos qui m'a quand même coûté 1200 boules, hein. J'avais à cœur de le faire parce qu'en fait, il va me servir à plein de choses, notamment aussi pour les photos. J'ai un vieux smartphone Huawei P20 que lui, je ne veux pas changer pour le moment. J'ai pas d'iPhone de qualité pour prendre des photos de qualité. Et donc, bah, ça me permet de prendre de très bonnes photos. Là, j'ai fait des super belles photos au salon. Ça va me permettre de tourner de la vidéo. Et j'en aurais été perso. Mon frère et ma soeur vont se marier dans les années à venir. C'est posé, donc ça peut me servir pour le mariage. Quand je sors, ça peut me servir. Donc, je pense pas que ça soit un investissement dans le vent. Toujours est-il que bah, je me heurte à la technique. Parce qu'en fait, savoir photographier, savoir filmer, bah, tu prends un temps fou à redécouvrir les menus, à redécouvrir en fait les termes techniques du bon photographe. Là, j'ai une grosse galère, c'est que j'arrivais pas à filmer longtemps en fait sur cet appareil. Je me suis rendu compte qu'il faut une très grosse mémoire en carte SD, qu'il faut une batterie qui tient la route et que l'appareil surchauffe derrière. Donc, j'ai eu plein de galères où sur des interviews que j'ai faites, j'ai voulu filmer pour pouvoir lancer sur YouTube. Sauf que je suis déjà à la 3e interview de faite et la 3e fois où ça foire. Alors, je m'améliore de plus en plus, mais ça, c'est un temps de malade et la compréhension n'est pas simple quand tu es au néophyte. La première chose, c'est que ça a pas j'ai passé 2 heures de test avec mon pote Ben. Parce qu'entre la bonne ISO, le bon cadrage, les bons paramètres pour pas que ça coupe au bout de 2 minutes, etc., bah, ça nous a mis du temps. Première interview, donc je fais avec Rémi de la barre chez moi. J'enregistre le truc au bout de 30 minutes, il coupe, sans que je m'en rende vraiment compte. Donc heureusement, j'avais l'audio qui était différent sur l'enregistreur H4 avec les micros. Je n'enregistre pas le son avec l'appareil photo. Néanmoins, moi je croyais avoir une belle vidéo, au bout de 30 minutes, en fait, c'est coupé et donc, j'ai 1 heure d'épisode, en fait, j'ai que la moitié qui est exploitable, donc grave la rage. Et du coup, je cherche et tout, je vois que l'appareil, il peut chauffer rapidement et que pour ça, c'est souvent dû à la batterie. Et donc, je vois qu'il y a des batteries, factices parce que cet appareil-là, tu peux pas le brancher en direct, en fait, pour qu'il charge à 100%, il faut forcément qu'une batterie soit insérée dans l'appareil. Donc, tu vois, on rentre dans des bails un peu compliqués. Donc j'achète une batterie, une fausse batterie, ce qu'on appelle une dummy-batterie. Voilà, je la commande. Finalement, elle arrive, c'est pas le bon format. Je pensais que oui, donc je dois la rendre. Je recommande une nouvelle. Pour ma 3e interview avec Pierre Chamby, qui est le budgétiseur. Et en fait, donc je m'installe. Bon, je me rends compte, bah voilà, pareil que quand t'es là, je suis pas chez moi, c'est à l'extérieur dans un hôtel, un lobby d'hôtel. Donc quand tu t'installes, mine de rien, prévois un peu de temps parce que pareil, le temps que donc j'y vais avec ma valise, hein, quand même. J'installe le trépied, je branche l'appareil photo, je regarde si tout est bien nickel, la carte SD est bien vide. Je le branche, tout va bien, je regarde le cadre, l'ISO. Bon, je suis prêt, je suis en place. J'enregistre et là, badaboum, même chose. Au bout de 34 minutes, je crois, de tournage, le truc s'est coupé. Donc grosse rage. Je croyais que j'avais mal appuyé, que j'avais pas du tout de vidéo. J'ai quand même de la vidéo. Au passage, l'appareil me segmente les vidéos en petit format de 3 minutes, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai réessayé ce matin en moto-filmant finalement. Rebolote, l'appareil au bout de 34 minutes coupe. Donc je ne sais pas, j'ai bien la demi-batterie, mais l'appareil surchauffe encore et je pense qu'il coupe par rapport à de la surchauffe. Donc il faut que je vois si en rebaissant de qualité d'image, dans les réglages, comment je peux gagner du temps. Il faudrait une petite heure au moins pour être tranquille, 1 heure et demie pour être serein.
J'espère que cet appareil peut le faire. Normalement, il est fait pour du streaming, donc je vois pas pourquoi ça bloque. Et ça me prend énormément via des forums, via des vidéos YouTube, via ChatGPT, à se trouver cette astuce et ces réglages qui feront que demain, je pourrai filmer correctement. En tout cas, j'espère que j'ai trouvé le bon appareil. Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre? L'épisode là dure un petit peu, mais il y a beaucoup de choses à se dire au début. Je vois pas trop où j'en suis. 42 minutes déjà. Allez, encore une vingtaine de minutes. On va se faire plaisir. Ouais, après, donc beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pour créer du contenu, je me rends compte, là, je me suis fixé, donc comme je t'avais dit, le premier mois, je me suis dit, je commande, je like et tout, je réchauffe mon algo. Et tout le mois de septembre sert en fait à créer du contenu et je poste tous les jours. Tous les jours, j'ai un post, donc je me suis créé un calendrier, un peu un planning éditorial où je me suis divisé les semaines. En fait, je me suis dit, chaque semaine, je parle d'un sujet qui touche sur mon podcast. Donc, je te le fais de tête un peu à l'arrache, mais le lundi, je fais un post sur l'immobilier. Le mardi, je fais un sondage, peu importe thématique, mais je fais un sondage. Ça me permet aussi de varier finalement les formats sur LinkedIn, essayer de voir s'il y a un retour, si les gens aiment mieux les sondages, les carousels, les posts avec photos, etc. Quand j'ai une thématique, par exemple, je te disais le lundi IMO, là, je force à rien sur le format. C'est-à-dire que là, sur, OK, contenu IMO, le tout, c'est d'être inspiré. Et là, ça peut être post avec photo simple, ça peut être post avec galerie, ça peut être carrousel, ça peut être une petite vidéo. Et j'explore comme ça les différents formats via la thématique. Le mardi, c'est l'inverse, c'est un sondage. Donc, je suis figé sur le format, mais peu importe le contenu. Mercredi, c'est une bonne question. Je crois que je fais un truc sur la bourse. Le jeudi, sur la crypto. Vendredi, je crois que je fais un épisode beaucoup plus autour du mindset finalement. Et j'ai oublié le samedi et le dimanche. Mais t'as compris l'idée, je couvre tous les sujets et tous les formats sur une semaine et bah, je fais la boucle. Sur la semaine d'après, je refais la même chose, bien sûr avec du contenu différent. Et donc je me suis fait un petit tableau où je me force à marquer ce que je veux faire pour essayer d'avoir un peu d'avance et finalement me programmer la publication des posts. Parce qu'en fait, le jour J, c'est faisable, mais si tu veux durer avec un par jour tout le temps, c'est pas faisable. Il y a des jours où tu es beaucoup plus fatigué, il y a des jours où tu as des priorités. Il y a des jours où j'ai fait des déplacements sur Paris, où j'ai les enfants à les chercher à 18h et donc la deuxième journée commence quand je vais les chercher, etc. Donc non, il faut le faire. Donc là, je me force, je dois être à une semaine et demie, ça prend énormément de temps. Je me rends compte que pour deux postes, j'essaie de faire deux postes par jour. Déjà, je m'y tiens pas tout le temps. Mais quand je fais deux posts, ça me prend, selon les posts, entre 1 heure et 2 heures. Ouais, je pourrais dire un bon 1 heure par post. C'est-à-dire certains posts avec des montages vidéo, etc., qui vont demander un peu plus de temps. Donc voilà. Après, à force d'en faire, je vais gagner en efficience. Mais c'est pas un taf à négliger. Donc j'espère que ça va fonctionner. Bon, forcément, dans l'attendu, je pensais faire un peu plus, parce que j'avais fait des posts avec mon boulot où j'avais fait des 4000 impressions, une centaine de commentaires, enfin de réactions, pardon, de likes, etc. Là, en fait, je me rends compte que j'ai peu de réactions, j'ai quasiment zéro like, donc grosse douche froide. Et en termes d'impression, c'est correct, mais c'est pas ouf. J'ai genre 200 à peu près impressions, un peu moins de 200 impressions par post. Donc grosse douche froide, ça peut vite faire mal au moral. Néanmoins, je suis très optimiste et je me rassure avec les temps, puisque bah, quand tu regardes les statistiques de mon LinkedIn, forcément, au nombre d'impressions et de réactions, vu que je faisais rien avant, ça peut être que mieux. Et donc j'ai plus 8000 en impression, 8000% en impression et vue de profil notamment, les gens s'intéressent à mon profil. Et donc pareil, j'ai des stats de ouf, j'ai d'une semaine à l'autre, là, j'ai plus 16 000 vues de profil. J'ai fait quand même 120 vues de profil de plus en une semaine là. Donc ça paye, en fait ça montre que ça marche vraiment. Donc aujourd'hui je me rattache plus à cette stat, c'est les impressions, combien de public je touche, et les vues de profil, ce qui est finalement lié avec mon envie de créer une plus grosse communauté et d'avoir plus de connexions LinkedIn. Et donc je suis ça de près, j'ai fait fort la première semaine, on va voir si ça continue à évoluer, à progresser d'une semaine à l'autre. C'est vraiment ça mon OKR qui va être important. Et derrière, bah, ça sera intéressant de voir les autres indicateurs, notamment si l'engagement va augmenter au fur et à mesure, puisque c'est le but de l'histoire, notamment à travers les réactions, like, cœur, etc., mais aussi les commentaires. Et je fais des call to action, etc., mais aujourd'hui, ça paye pas tellement. J'espère que ça va évoluer par la suite, en sachant que ça, c'est jusqu'à fin septembre. Je pense que début octobre, donc je vais arrêter les sujets divers et variés. À partir du lundi 6 octobre, je vais faire des posts en lien avec mon podcast qui va teaser le podcast
pour un lancement le 9 octobre, qui est le jour de mon anniversaire, hein. Je me fais un super cadeau à travers ça. Et du coup, voilà, là, ça sera vraiment des posts en lien. Donc, je vais voir. Je vais peut-être pas continuer à poster tous les jours. Il faut que je repense. J'ai pas encore pensé totalement. Parce que finalement, quand je vais poster pour dire, voilà, j'ai publié cet épisode, et pourquoi je l'ai publié et tout, ça va me faire déjà une journée de post. Peut-être qu'un ou deux jours avant, je vais teaser cet épisode. Donc, je m'enlève déjà 2 jours dans la semaine. Par rapport à la contrainte publication et temps, je vais peut-être pas me forcer à faire un post tous les jours. Je vais peut-être alléger à 3 posts par semaine. Je sais pas moi, un tease de podcast, l'épisode du jour qui sort, et un dernier peut-être sur tout ce qui est mindset divers, puisque je me rends compte que c'est là où je prends le plus plaisir dans mes posts. Et après, peut-être des posts à l'envie. Là, je l'avais pas prévu, je l'avais pas programmé. Je suis allé au salon Maison Objet. Bon, bah, j'ai fait un post sympa avec des photos sympas. Voilà, peut-être un peu ce délire-là. Avec en contrainte que je garde en tête que mon podcast est quand même autour des sujets invest, business, etc. Donc, il faut quand même que je délivre du contenu autour de ça pour garder ma ligne éditoriale et continuer finalement à être aligné avec ce que je fais dans le podcast. Voilà, après, rien n'est figé, hein, tout évolue avec le temps. Si le reste marche, pourquoi pas en faire un peu moins là-dessus, puisque de toute façon, le podcast en parlera de toute manière. Je vais voir. Peut-être que si les gens sont en demande aussi de trucs un peu plus intimes, comme cet enregistrement que je suis en train de faire, bah voilà, peut-être que ça tendra là-dessus. Et finalement, il y a un méchant. Si moi je peux kiffer et que ça fait kiffer ma commu et qu'on sort un peu des sentiers battus, tant mieux finalement. Je voulais aussi te faire un petit débrief rapide sur ce que je kiffe et repasser un petit peu, même si j'en ai déjà parlé sur ce qui est dur. Aujourd'hui, ce que je kiffe vraiment dans cette vie, et je m'épanouis vraiment, je prends vraiment du plaisir, c'est de m'organiser comme je l'entends. Là, cette semaine, bah, je porte les enfants le matin. Je vais à Paris au salon de maisons connectées. C'est mon aller-retour de la journée. Je reviens pour aller chercher les enfants. Là, ce matin, c'était je pose les enfants, gros snack pour aller au sport. Je fais mon sport tout de suite. Et bah là, il est 13h. J'ai bossé de, on va dire, 10h30 jusqu'à 13h. Je ne me suis pas arrêté. Je vais manger tard parce que j'aime bien manger tard le midi. Et voilà, mais j'organise ma journée à la petite semaine, de la veille au lendemain. C'est organisé, mais c'est articulé comme moi j'aime bien vivre. Voilà, manger à l'espagnol, se coucher tard et faire comme je l'entends, aller au sport, pouvoir profiter et être présent pour mes enfants. Le soir à 18h, je coupe jusqu'à 21h, 22h, puisque bah je fais les devoirs, c'est moi qui fais à manger. Je m'occupe d'eux et je suis très fier de ça. Parfois c'est très dur, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Je me dis souvent, putain, les enfants c'est quand même un frein au business, au boulot. Des fois j'ai envie d'avancer. Et ils sont derrière moi, ils demandent de l'attention, ils demandent qu'on s'occupe d'eux. Et donc je peux pas avancer comme je veux. Et puis en plus j'ai ce sentiment de culpabilité. Putain, faut que t'avances, mais tes gamins, faut que tu t'en occupes. T'as pas fait des gamins pour pas t'en occuper. D'autant plus que moi je suis du style, ils font un peu de garderie, mais pas tellement. Ils font pas de centre aéré, je les prends pour les vacances, etc. Moi, là, de l'autre côté, j'ai 7 grosses victoires de papa solo, je dirais, en garde alternée, puisque séparé, où je prends en fait mon job papa à temps plein. Et en fait, je me rassure vachement en me disant, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu pourras te retourner et te dire, ok, même si t'as pas réussi à faire ce que tu voulais professionnellement, et c'est pas dit, parce que peut-être que les deux vont être compatibles, mais finalement, t'as une réussite, c'est que t'as élevé tes enfants, que tu as contribué à leur éducation et que eux pourront se rappeler du temps que tu as passé avec eux, de qualité et de ce que tu as fait avec eux. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, bah voilà, frustré de ne pas avancer, à la fois très très fier de pouvoir prétendre au titre de papa accompli. Ce que je kiffe aussi, c'est être efficace. Bah, je te l'ai dit en amont, je passe vite fait, mais voilà, le fait de ne plus faire de réunionnite, du présentéisme en tant que salarié, d'avoir des temps comme ça où tu fais rien, tu produis rien en fait, et il y en a beaucoup dans le salariat. Là, en fait, tout le temps que je consacre à quelque chose, j'ai pensé à, je le fais parce que je kiffe, mais à quoi ça va me servir et ça fait avancer le projet. Donc, je travaille vraiment pour moi, et ça, c'est une sensation vraiment de ouf. Je kiffe. Apprendre de nouvelles choses, je suis quelqu'un qui est très curieux, un curieux avec un grand C dans la vie, je m'intéresse à énormément de domaines, et là, même si des fois c'est des galères et c'est dur, ça me force à découvrir plein de personnes et surtout à apprendre de nouveaux domaines de compétences. Et donc je te l'ai dit, rencontrer plein de nouvelles personnes, ça me fait vibrer. Bah voilà, de rencontrer des personnes diverses et variées, avec des façons de faire différentes, avec des envies de partager, avec des réussites, mais aussi avec des galères. Voilà, des gens qui se lancent comme moi parfois et qui me partagent leurs galères, ça fait beaucoup de bien. Un peu plus dur, bah, comme je te l'ai dit, travailler régulièrement, le petit 2% chaque jour que j'aime moins faire.
Au début, quand t'es pas salarié justement, que t'es pas autant, bah c'est dur de te forcer à le faire. Mais je me rends compte que je prends de plus en plus le pli. Et comme c'est un projet perso, bah, j'ai de plus en plus envie de le faire en fait. Alors il y a des choses sur lesquelles j'ai moins bossé. Bah, des fois, je dois sortir 2 posts LinkedIn. Je sais pas de quoi parler. J'ai la feuille blanche, j'ai la flemme. Ouais, mais bon, bah tu le fais, ça passe. Et puis voilà, comme dans tout boulot, je pense que tu as des côtés des fois un moins sympas. Le tout étant que bah, la partie plaisir soit à 90% du time et que ça se fasse naturellement et que la partie galère soit une infime partie. Et puis voilà, après avoir des tâches, un truc qui peut être frustrant aussi, dur pour moi, c'est parfois des tâches minimes qui justement n'ont pas forcément tout le temps un impact fort, mais qui pour autant il faut que je fasse vont me prendre un temps de maboule et une énergie. Je te parlais là des galères de prise vidéo sur mon Z V10. Bon, bah, il faut que je le résolve parce que si je veux faire mes vidéos YouTube, j'ai investi et voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais je trouve pas. J'itère, voilà, je fais, je refais et j'avance, mais j'ai pas trouvé la solution. Et ça me prend pendant ce temps-là un temps de malade, tant que je pourrais consacrer à autre chose, donc c'est hyper frustrant. Mais encore une fois, je me rassure, j'avance, j'apprends et ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc je continue. Voilà, épisode hyper long, je suis à 54 minutes. Du coup, bah, j'avais plein de choses à dire, je voulais pas me freiner dans le timing. Peut-être que ces épisodes seront des épisodes d'1 heure. Je voyais plutôt ça en 30 minutes, mais on verra sur les prochains si j'ai autant de choses à dire. Je pense en faire un tous les mois. J'espère m'y tenir. Encore une fois, c'est un cadeau que je me fais à moi-même aussi. Et un truc que je suis très content de partager avec toi. Voilà, et j'ai plein de choses encore à dire, bah, tu vois, sur comment tu fais avec ta vie de famille, avec tes enfants. Voilà, plein d'autres trucs, mais on se fera un épisode courant octobre. Je serai finalement en phase finale avant de lancer mon podcast. Donc je pourrais te dire bah, si mes réseaux ça a pris, si je me suis tenu en termes de rigueur de travail, si je suis prêt pour lancer ce putain de podcast. Si j'ai toujours l'énergie, l'envie et le plaisir, et ça sera ouf. Et après, on pourra se retrouver après octobre avec le lancement du podcast. Donc là, ça va être juste hallucinant. Hâte, hâte, hâte de partager tout ça avec toi. D'ici là, prends soin de toi, kiffe ta vie, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, listen! Déjà, si tu as cette ref, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je. Tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao ciao, à très vite.